Bonjour, E comme enquête, c'est le titre de ce nouvel épisode de l'ABCDR, le 39e et avant-dernier de notre série de podcasts réalisés par Arnaud Vasmer pour Bretagne Culture Diversité, l'association qui met à l'honneur la recherche en sciences humaines et sociales en Bretagne. E comme enquête pour comprendre ce que peut signifier d'enquêter en Bretagne et s'il se passe quelque chose depuis quelques années dans le journalisme qui s'intéresse à l'agriculture et à l'environnement. Après avoir reçu Nicolas Legendre il y a quelques épisodes dans ses podcasts pour son livre Silence dans les champs, ce sont deux journalistes indépendantes qui sont avec nous aujourd'hui et qui font partie du média en ligne Splan, Julie Lalouette-Geoffroy et Nolwenn Veller. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Julie Lalouette-Geoffroy, vous êtes journaliste spécialisée sur les questions environnementales et agricoles. Vous avez créé avec d'autres la Lucarne, un collectif d'éducation populaire aux médias, et vous collaborez avec différents médias dont Reporter. Et pour Splan, dont vous êtes une membre active, très active, vous avez publié une enquête sur la méthanisation avec Raphaël Baldo. C'est une enquête sur le foncier et l'accès aux terres agricoles autour de la SAFER, qui est ce réseau de sociétés permettant de s'installer en vendant des terres, enfin normalement. Et Nolwenn Veller, vous aussi journaliste, vous travaillez sur l'agriculture et sur celles et ceux qui se battent pour leur dignité. Vous le faites notamment pour un autre média en ligne qui s'appelle Basta, média qui est en partenariat avec Splan pour la publication de votre enquête qui est intitulée Bocage, la fin d'un paysage, que vous avez réalisé avec Yann Malo-Kerbra. Et quand on parle de bocage, on parle de et ça renvoie à l'actualité qu'il y a eu ces derniers mois, notamment avec le mouvement des agriculteurs. On va avoir l'occasion évidemment de venir à vos enquêtes, mais d'abord intéressons-nous à Splan, ce média en ligne créé en 2022, clair en breton. Julie Lalouette-Geoffroy, quelle est sa ligne éditoriale et pourquoi vous avez choisi, mais finalement la question est valable pour toutes les deux, de le rejoindre, vous pour plusieurs enquêtes et pour participer à l'animation de ce média, et vous Nolwenn pour proposer une première enquête. Julie. Alors Splan, qui se prononce Splan en breton ou Splan en français, est un média d'investigation qui travaille sur le secteur vraiment de la Bretagne, et c'est parti en fait vraiment des enjeux agricoles et environnementaux dans la région. Et c'est d'abord parti dans un mouvement de défense de collègues, de consoeurs en particulier, qui ont été la cible d'attaques et de menaces. Donc d'abord on a voulu en fait se regrouper ensemble pour ne pas laisser les journalistes isolés. Donc vraiment cette idée de travailler ensemble, de créer un collectif et de se dire en plus de se défendre les uns les autres, on pourrait aussi produire et contre-attaquer, et en l'occurrence en produisant des enquêtes d'investigation, en créant justement des espaces médiatiques qu'on n'arrivait pas à trouver forcément dans nos médias habituels avec lesquels on collabore. Donc on s'est dit autant créer notre propre espace en créant justement ce média Splan qui est en ligne, qui est publié en français et en breton, et surtout de prendre le temps d'approfondir les sujets et de prendre le temps aussi longtemps que nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas coincé dans une périodicité où toutes les semaines, tous les mois, il faut publier une enquête sur un format précis, par exemple d'une longueur ou d'un certain nombre de minutes pour la télévision ou la radio, et de se dire plutôt on prend le temps d'enquêter, et quand on est prêt, on est prêt, et c'est là qu'on publie. Vous avez dit que vous avez trouvé chez Splan, je vais probablement dire les deux tout au long de ce podcast, ce que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Qu'est-ce qui gênait ailleurs? Était-ce les sujets, était-ce les angles, ou était-ce justement ce rapport au temps de l'enquête, mais aussi tant de la lecture et de la mise en forme de l'enquête pour les lecteurs? Ça dépend des autres médias, mais c'est vrai qu'il y a un problème simplement de format. C'est-à-dire quand on travaille avec un média national, donc qui s'adresse à toute la population française, de mettre à la une, par exemple, 4 jours de suite, un sujet qui concerne uniquement la Bretagne, c'est assez compliqué, en fait, tout simplement. Donc, il y a une question de format, parce qu'il en faut pour tout le monde, pour tous les publics qui sont présents partout dans l'Hexagone, mais aussi une question de temps. La plupart du temps, les enquêtes sont faites avec 2 journalistes sur un temps long, voire très long. Les 2 enquêtes, par exemple, que j'ai rédigées se sont étalées sur 9 mois. Donc, c'est pas 9 mois à temps plein, il y avait d'autres activités à côté. Mais quand même, une rédaction qui peut dégager 2 journalistes au moins 6 mois, 9 mois pour faire une enquête, c'est compliqué et c'est très rare. Donc c'est justement cet espace-là qu'on a voulu permettre en fait au sein de Splan. Nolwenn Veller, pourquoi votre enquête Bocage, la fin d'un paysage, se trouve-t-elle sur Splan, mais pas que? En fait, moi, cette enquête sur le bocage, en fait, c'est donc une idée du collègue avec laquelle je l'ai réalisée, donc Yann Malo-Kerbra. Et comme Splan travaille toujours en binôme sur les enquêtes,
et qu'il était tout seul pour faire cette enquête-là, en fait, ils m'ont proposé de la faire avec lui. Donc c'est un peu dans ce sens-là que les choses se sont faites. Et ce qu'il y a eu de particulier pour moi par rapport aux autres médias pour lesquels je travaille, alors moi je travaille essentiellement pour la presse indépendante et donc notamment beaucoup pour Basta, donc la liberté de choix des sujets et de la façon dont on enquête et même du temps dont on dispose, je l'avais déjà expérimenté. Après, ce qui est particulier à Splend, c'est justement d'être en binôme et d'être sur un temps encore plus long. Nous, il se trouve qu'on a été assez vite en l'occurrence parce qu'on était tous les deux assez disponibles et qu'il y avait il y a eu finalement quand même cette actualité autour des haies qui a fait que finalement l'enquête qui était née dans un sujet relativement peu connu est finalement devenue un sujet d'actualité qui était intéressant à publier assez vite. Mais voilà, c'était ça la particularité de ce plan dont je pourrais parler. Et puis le fait de pouvoir développer en 4 volets, voire 5, nous ça fait 5 volets. 5 volets, donc absolument. on a vraiment la possibilité de pouvoir développer à peu près, une grande partie de ce qu'on a pu récolter comme information. On va revenir sur plusieurs choses que vous avez dites l'une et l'autre, mais Julie Laouedjefra, je reviens sur le début de votre première réponse où vous disiez que le Médiasplan c'était aussi créé pour à la fois former une aventure collective, mais une aventure collective de protection, de défense par rapport à des journalistes qui avaient pu être attaqués. En l'occurrence, pour les nommer, il s'agit de Morgane Large et de Inès Léraud. Comment justement ce média permet de répondre à ces pressions qui peuvent être des pressions directes ou indirectes, du déboulonnage des roues de la voiture de Morgane Large à toutes les pressions qu'a pu connaître Inès Léraud sur l'enquête sur les algues vertes. La défense commence déjà par le fait de pouvoir parler, de nommer les choses. Déjà, en fait, le fait simplement de pouvoir dire il m'est arrivé quelque chose et d'en parler à des collègues, déjà ça va un petit peu mieux parce que le premier enjeu c'est la question de l'isolement et donc de l'isolement j'entends individuel. Après c'est aussi la défense de se mettre en relation parce que quand ça nous arrive on sait pas forcément quoi faire et donc là il y a des collègues et là on était ensemble d'être en relation avec ça peut être des syndicats, des associations de journalistes qui sont eux-mêmes en relation avec des avocats. Je pense par exemple de se mettre en relation avec Reporters sans frontières par exemple. Donc ça, ce sont des soutiens et des leviers déjà pour réussir à s'organiser et se protéger, quitte à attaquer. Et là, sur le plan juridique, avec des dépôts de plainte, par exemple. Et après, ça permet aussi le fait d'être à plusieurs. En fait, c'est de lutter contre l'isolement. Et de manière générale, un journaliste indépendant qui est tout seul, sans rédaction derrière lui, non seulement il est facile à intimider, et la question de l'intimidation, c'est que derrière, il n'osera pas refaire une enquête en se disant « oulala, je vais encore avoir beaucoup d'ennuis derrière », finalement, je vais pas la faire cette enquête. Alors quand on sait qu'on est soutenu, qu'on a une rédaction, et là en l'occurrence tout le collectif de Splend derrière, on se dit ok, si j'ai un problème, c'est pas grave, je suis pas tout seul, il y a des gens qui sont avec moi, et ensemble on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on peut aller justement au rapport de force et réussir à nourrir, à faire des enquêtes et à nourrir le débat démocratique derrière. Mais est-ce que aussi tout ce que vous venez de dire, et là, voilà, revient à l'une des questions que je posais en introduction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quelque chose depuis quelques années en Bretagne sur le journalisme qui va enquêter sur ces sujets d'agriculture et d'environnement. Est-ce que c'est aussi de cela que témoignent vos réponses, c'est-à-dire que à la fois du côté des journalistes, il y a peut-être davantage d'enquêtes ou des enquêtes différentes de celles qui ont pu être faites par le passé, mais du côté des acteurs installés qui n'ont pas envie qu'on enquête sur eux, il y a aussi une manière de répondre beaucoup plus sévère, beaucoup plus active. Je pense qu'effectivement, ça répond à un besoin dans le sens où le travail d'Inès Léraud autour de la question des algues vertes et du secteur agricole a permis une montée en puissance et une montée en visibilité sur le débat public de ces enjeux-là. Et aussi le fait, finalement, qu'en Bretagne, nous tous et toutes, on regarde très précisément. Enfin, les algues vertes, tout le monde sait qu'il y en a. Tous les Bretons sont au courant. On les a vus. Il y a des pancartes et c'est écrit dans la presse locale. Mais par contre, de réussir à dézoomer et de comprendre d'où ça vient et quel est le mécanisme qui est mis derrière, en fait, tout le monde le savait sans le voir. Et c'est finalement ce qu'a fait Inès Léraud à travers sa bande dessinée sur les algues vertes. Et là, et cette bande dessinée, elle a un succès encore aujourd'hui énorme. C'est un énorme succès de librairie. Et donc c'est là où tout le monde peut se dire, comment ça se fait que cette BD ait autant de succès alors que nous, Bretons, tout le monde est au courant qu'il y a les algues vertes. C'est justement parce que cette mise en contexte. Et c'est là où on se dit bien, en fait, il y a un besoin. Il y a eu justement une pétition qui a été lancée avant la naissance de Splend, en 2020 ou 2021, une pétition dont l'intitulé était « Pour la défense de la liberté d'informer sur l'agroalimentaire en Bretagne ». Sujet très précis qui a récolté plus de 50 000 signatures en moins de 2 semaines. Ce qui montre bien quand même qu'il y a un enjeu, qu'il y a un besoin d'information sur le sujet. Et finalement, Splend répond à ce besoin.
Votre point de vue, votre regard, Nolwenn Veller, sur cette question-là, parce que Julie des fois parle à la fois d'un besoin, mais en même temps, il faut être en capacité de répondre à ces besoins. Il faut en avoir l'envie, il faut être soutenu, et puis il faut pouvoir aussi trouver des sources et des informations qui vont nourrir la réflexion et les articles. Vous posez la question de savoir si quelque chose a changé en Bretagne ces dernières années et qui, du coup, provoquerait un peu l'énervement ou la colère d'une partie de l'agro-industrie. Je pense que les modes d'action de l'agro-industrie, ils n'ont pas fondamentalement changé ces dernières années. Je pense que ça a toujours été un milieu très agressif pour qui essaie de les contrer ou de questionner leur façon de faire. Parce que finalement, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces questions-là et j'ai jamais eu de soucis à titre personnel, mais je sais que les salariés et notamment les syndicalistes, par exemple, dans le milieu agroalimentaire, vivent une répression qui est féroce. Tous les militants environnementaux ont aussi eu affaire à l'agressivité de nombre de personnes depuis des années, voire certains élus. Donc, ce qui a changé, je dirais, c'est que là, ils s'attaquent aux journalistes, en fait. Et que d'un seul coup, c'est comme si ça franchissait un cap au niveau de l'agressivité, parce que c'est des gens qui sont soit connus, soit qui ont la possibilité de communiquer sur ces agressions-là. Et le fait que les journalistes qui sont pas directement liés, finalement, à l'agro-industrie, mais qui juste sont vraiment des témoins très extérieurs, soient attaqués, ça signe un niveau de violence qui devient là inacceptable. Donc je dirais que c'est ça qui a peut-être changé. C'est les personnes qui sont attaquées, c'est des journalistes et c'est plus seulement entre guillemets des salariés ou des militants environnementaux. Et après sur le dynamisme du journalisme, bah oui, ça a clairement changé. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, on n'était pas très nombreux et les médias qui voulaient bien prendre ces sujets-là étaient pas très nombreux non plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un sujet digne d'investigation et ça, c'est très intéressant. Avec quel point de vue, quelle position justement adopter par rapport à ces enquêtes, à ce que vous révélez les unes et les autres dans vos articles? Est-ce que vous avez parlé, Nolwenn, de contrer ou de questionner certaines méthodes de ce milieu agricole? Qui dit contrer veut dire aussi pour ce milieu-là, vous considérez comme des opposants à attaquer. Donc comment est-ce que vous vous positionnez entre subjectivité, objectivité, journaliste de combat, journaliste d'information? Les mots sont larges, on peut en rajouter plein d'autres. Nolwenn et puis Julie. Mais moi je peux parler très concrètement de la dernière enquête qu'on a fait sur le bocage. Pour nous, notre métier c'est d'informer et c'est d'aller chercher des informations et c'est donc de discuter avec le plus de monde possible sur un sujet précis. En l'occurrence, sur le bocage, nous, on a eu quand même une multiplicité de sources. Donc à deux, parce que j'ai donc pas fait ça toute seule. On a contacté donc évidemment des agriculteurs. On a eu affaire à des techniciens et techniciennes bocage, qui sont les personnes qui encadrent finalement la préservation et aussi la destruction des haies. On a eu des élus, on a eu des juristes. On a eu des historiens, des sociologues, j'en oublie très certainement. On a sollicité les services de l'État qu'on n'a pas réussi à avoir. On a eu les élus de la région, quand même, aussi, ils nous ont répondu. On a sollicité le ministère qui nous a jamais répondu. On a sollicité les syndicats agricoles, la FNSE en particulier, qui ne nous a pas répondu non plus. Donc voilà. Nous, on fait après avec les informations qu'on a bien voulu nous donner, celles qu'on a réussi à trouver parce qu'on a cherché, et le fait que certaines personnes ne répondent pas est aussi une information qu'on spécifie évidemment à chaque fois dans nos articles. Ouais, mais qu'est-ce que ça raconte pour vous? Parce que vous l'avez croisé aussi cette question-là, Julie, dans vos enquêtes, c'est cette absence de réponse d'une partie des acteurs. Qu'est-ce que ça raconte pour vous de leur rapport au journalisme et de leur rapport à l'opinion publique? Alors ça dépend. Ils répondent plus ou moins selon le média qui les interpelle. Quand même, il y a des médias qui répondent plus facilement que d'autres. Globalement, pour ce qui est des services de l'État et du ministère, quel que soit le sujet, moi je trouve que c'est de toute façon de plus en plus compliqué de les joindre sur l'agriculture ou sur autre chose. Après, alors j'ai oublié de citer les chambres d'agriculture qui nous ont répondu, en l'occurrence, mais qui répondent souvent à ce plan, je crois. Les syndicats répondent pas, mais par contre les chambres d'agriculture répondent. Ouais. Oui. Ce qui peut être contradictoire en partie. Ouais. C'est les mêmes personnes en même temps, donc comme ça on a leur réponse.
Qu'est-ce que ça dit que les gens ne veuillent pas répondre à des médias? Ça veut dire plusieurs choses et il faudrait surtout leur demander à elles, mais ça signe... Ça peut signifier de l'indifférence, ça peut signifier du mépris, ça peut signifier qu'elles considèrent que oui, les journalistes sont des ennemis et qu'elles ont pas envie de perdre du temps avec eux ou avec elles. Voilà, je sais pas exactement ce que ça signifie, mais ça peut au moins signifier tout ça. Julie, des fois sur cette double question finalement de considérer les journalistes comme des opposants ou comme des ennemis, et puis le fait de tomber face à des absences de réponse ou absence de données, puisque l'une et l'autre dans vos enquêtes, pour le bocage, c'est combien de haies ont été détruites. Il n'y a pas forcément de base de données publique sur le sujet, mais vous avez rencontré ça aussi, Julie, sur la question du foncier, la question de la méthanisation. Mais tout à fait, et c'est vrai que cette question de est-ce que les journalistes sont des ennemis ou des opposants, en fait, on défend pas les mêmes intérêts que nos interlocuteurs, c'est-à-dire que les journalistes défendent l'intérêt général et donc de pouvoir nourrir un débat public avec un maximum d'informations pour que les citoyens et les citoyennes puissent en prendre connaissance et s'en emparer, et pour faire vivre justement le débat démocratique. Et en face, dans tous nos interlocuteurs, tous les interlocuteurs que Nolwenn a pu citer, en fait, chacun va défendre son propre intérêt. L'intérêt et la vision politique, par exemple, de son syndicat, l'intérêt de sa propre exploitation, de sa situation personnelle, de la politique publique que tel service de l'État veut mettre en œuvre, et ainsi de suite. Et donc, forcément, on ne sert pas les mêmes intérêts. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut être perçu comme des adversaires, parce que, par exemple, quand on demande au service de l'État un chiffre, une donnée, combien de kilomètres de haies ont été détruites, combien d'exploitations de plus de 1000 hectares existe-t-il en Bretagne, et qu'on nous dit on ne sait pas, on n'a pas le temps, etc. En fait, l'information n'est pas donnée, elle n'est pas publique, donc ça pose un problème derrière pour réussir à s'en emparer. Et c'est vrai que à Spland, on va s'inscrire, et c'est encore un nouveau mot, dans ce qu'on appellerait un journalisme d'impact, où notre objectif est de vraiment réussir à nourrir ce débat démocratique avec des informations qui sont le plus complètes possible, le plus exhaustives, le plus transparentes possible. C'est-à-dire quand on contacte des services ou des personnes qui ne nous répondent pas, on le dit, on met en ligne les questions qu'on a posées et qui sont sans réponse. Quand on met en place, par exemple, des systèmes de cartographie, quand on fait des calculs, on explique notre méthode de calcul pour que ça puisse être discuté, renégocié et réavancé. Et tous ensemble, on peut alimenter justement l'information publique. Et en plus, on est dans une logique de partenariat, c'est-à-dire que les enquêtes sont publiées sur Spland et sur d'autres médias, justement pour que les enquêtes soient accessibles au plus grand nombre de lecteurs et de lectrices possible. Donc je dirais que plus que journalisme de combat, pour moi, c'est plutôt un journalisme d'impact dans lequel on s'inscrit. Quel impact? Alors, question toute simple et naïve, mais c'est un jeune média, un Spland 2022, mais voilà, auparavant, vous avez déjà l'une et l'autre fait pas mal de reportages pour d'autres médias. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans un sens espéré, attendu ou pas? On est en podcast, on voit pas l'image. Nolwenn a fait plutôt un nom de la tête. Sur les questions agricoles, environnementales, on est bien obligé de constater que ça avance pas vraiment dans le sens de l'intérêt du plus grand nombre, étant donné que le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer, que le salariat se développe dans des conditions parfois très mauvaises, et que les pratiques agricoles tendent quand même à avoir des dommages sur l'environnement et sur la santé publique qui sont très élevés. Donc on pourrait dire que de ce côté-là, ça avance pas forcément dans le sens de l'intérêt général. Après, ce qui a changé et ce qui avance et que je trouve très intéressant et peut-être prometteur, c'est l'intérêt que ces sujets-là suscitent et le fait que un nombre de lecteurs et lectrices de plus en plus important considèrent que ce sont des sujets et que la presse aussi s'en empare, puisque ça fait pas si longtemps que ça finalement que la presse mainstream, comme on l'appelle, c'est-à-dire des grands médias nationaux, considèrent qu'il faut faire de l'enquête sur le milieu agricole et qu'il faut en faire encore et encore, que ce soit les médias ou la presse écrite ou la radio. Justement, ce temps de changement, voilà, vous déplorez qu'il n'y ait pas de changement. Est-ce que vous le constatez aussi ou pas sur les personnes qui de cette partie du monde agricole qui peuvent témoigner ou au contraire qui ne veulent pas témoigner, de la manière aussi dont les gens qui ne voulaient pas vous répondre contournent ou essaient de vous répondre sans tout à fait vous répondre? Est-ce que du coup, comme ça, leur non-réponse devient visible, est-ce qu'ils ont aussi changé de stratégie, Julie? J'ai l'impression que les choses bougent effectivement. Le fait que Spland commence à s'inscrire dans le paysage et fasse la preuve de son sérieux et de la qualité du travail en
en publiant, toutes les sources, les documents, les rapports, en étant très documenté et très transparent justement sur ce qu'on fait et sur nos sources. J'ai l'impression que le sérieux des enquêtes fait que on commence à être de plus en plus un média estimé comme crédible, sérieux, qui sert l'intérêt général, et en l'occurrence notre territoire c'est la Bretagne, donc là on parle de l'intérêt général de la Bretagne sous ses dimensions environnementales, économiques et ainsi de suite. Et en tout cas moi je vois on a de plus en plus d'interlocuteurs et de personnes qui sont prêtes à échanger et à discuter parce que on est considéré comme un média sérieux. Notre territoire, avez-vous dit, Julie, justement, comment est-ce que vous envisagez ce lien à votre territoire où vous pouvez aussi croiser les personnes que vous avez essayé de chercher à contacter, pas au quotidien, mais pas loin. Ce qui est la contrepartie, c'est que du coup, des gens connaissaient l'adresse de Morgane Large et savaient où aller déboulonner les roues de sa voiture. Mais le fait d'habiter sur un même territoire, comment vous prenez ça en compte aussi dans la manière de travailler? Finalement, ça nous oblige d'autant plus à être particulièrement sérieux et parce qu'en fait, je pense que tous les humains, on peut toujours avoir la faiblesse finalement de ne pas vérifier quelque chose ou de se dire bon allez hop ça passe quoi. C'est quelque chose de très humain. En tant que journaliste, évidemment, on doit pas le faire, et vivant sur notre propre sur le territoire sur lequel on travaille et on enquête, c'est encore moins possible. De se laisser aller, et encore moins tolérable, parce que justement le lendemain on peut recroiser une de nos sources ou un lecteur au coin d'un marché, etc. Donc ce travail de vérification de l'information est d'autant plus rigoureux et intransigeant, et parfois vraiment très très intransigeant, pour justement que ne rien laisser passer et pouvoir justement regarder chacun de nos lecteurs en face et de dire peu importe la question des opinions, de dire finalement les faits sur lesquels se bâtissent l'opinion, ces informations-là, elles sont solides et elles sont costauds. On levait l'air sur cette même question, votre point de vue. Moi, je voulais juste revenir sur le succès de Splend en fait et sa popularité que moi j'ai pu constater quand je suis allée présenter l'enquête en fait dans les Côtes d'Armor, où il y avait vraiment beaucoup de monde, et j'ai senti qu'il y avait vraiment un lien assez fort des personnes qui étaient là aux médias, et j'avais trouvé ça remarquable, donc je voulais le souligner. Il faut dire qu'il y a un gros focus sur le Trégor, donc sur le nord de la région, donc ça les a attirés. Mais quand même, je trouvais que c'était très intéressant. On n'a pas si souvent, je trouve, en tant que journaliste, l'occasion de pouvoir constater comme ça que des lecteurs et lectrices sont attachés aux médias. Ils parlaient vraiment beaucoup de Splend, donc plus que de l'enquête. Donc j'avais trouvé ça très intéressant. Et pour ce qui est du terrain, pour moi, être en proximité immédiate avec son terrain d'enquête, c'est évidemment une énorme plus-value. Et c'est une des grandes plus-values de Splend. Et de toute façon, c'est la plus-value de toute enquête journalistique. Je veux dire, tous les journalistes se déplacent sur le terrain pour aller faire des enquêtes de qualité. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on habite ici, et que donc on peut aller voir les gens 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, et que au fur et à mesure du temps, la confiance grandit, et qu'on peut rencontrer d'autres contacts par ces gens-là, et que c'est aussi des terrains d'enquête qu'on connaît. Et sur les questions agricoles, je pense que c'est d'autant plus important que on est quand même dans une société où les liens avec l'agriculture sont très éloignés, très coupés, et que nombre de journalistes connaissent vraiment pas bien le sujet. Et je pense qu'une des qualités de Splend, c'est d'avoir affaire à des journalistes qui sont très ancrés sur le territoire et qui savent enfin de quoi ils parlent. Nous poursuivons ce podcast comme enquête avec Julie Laouette-Geffroy et Nolwenn Veller pour les enquêtes parues sur le média en ligne Splend ou Splan. Pour rester sur cette question de la proximité du territoire, parce que finalement vos 3 enquêtes, les 2 que vous avez faites, Julie sur la méthanisation et sur le foncier, et celle que vous avez faite, Nolwenn, sur la question du bocage, est-ce qu'elles sont nées aussi de ça, de ce lien au territoire, en voyant que les paysages changent, parce que le renouvellement des générations ou les installations de nouveaux agriculteurs, ça devient plus rare, et donc les fermes agrandissent, qui peut donner l'enquête sur la SAFER et le foncier, ou parce que commence à pulluler un peu partout ces bâtiments pour la méthanisation, ou parce que tout simplement la question des haies et du bocage, malgré les volontés exprimées il y a quelques mois d'en remettre de plus en plus, continue à disparaître. Est-ce que ça peut venir aussi de là, ces 3 enquêtes, ce lien au territoire, tout simplement constater que le paysage continue
continue à évoluer et que ça vous a inquiété? Julie Lalouette, oui, complètement. Je trouve quand je circule en voiture en Bretagne, en fait, ça se voit. Quand on prend la méthanisation, on les voit, tous ces dômes, il y en a plein, et on se dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ces dômes, tout simplement, et on est en voiture, et hop là, on est passé, mais se dire, ah, mais il y en a vraiment beaucoup, qu'est-ce que c'est? Et qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, ouais. Voilà, et de se dire, bah, qu'est-ce que c'est? Et de là, de cette simple question, qui est un peu le point de départ d'à peu près tous les journalistes, hein. C'est toujours un point de départ de curiosité, de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on tire le fil, et après, on se pose des questions, en disant, ah, tiens, est-ce que c'est un nouvel modèle économique? Est-ce que c'est vraiment l'économie circulaire tant vantée, par exemple, pour la méthanisation? Est-ce que cette énergie renouvelable, c'est vraiment si génial que ça? Oui, non, on pondère, on tire le fil et ainsi de suite. Et c'est vrai que sur l'agrandissement des exploitations, c'est la même chose parce que en se promenant, on voit des bâtiments qui sont inoccupés, qui tombent à l'abandon, on voit des hangars et de plus en plus grands. On se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? En fait, on voit de moins en moins les animaux, on voit des hangars, et qu'est-ce que ça cache? Enfin, qu'est-ce que ça cache? En tout cas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quels sont le fruit de ces réflexions-là? Et je pense, et là, Nolwenn, je te laisserai développer ça, mais je pense que sur la question du bocage et des haies, c'est pareil, c'est quelque chose qui se voit aussi. Nolwenn Weller. Oui, c'est exactement la même chose. C'est des constats qui ont pu être faits sur un paysage qui évolue très vite, et sur lequel, du coup, on a voulu enquêter. Parce que les chiffres que vous donnez sont impressionnants. Je ne sais pas si les gens vont les visualiser tout de suite, mais ne serait-ce que pour le Trégor, c'est plus de 150 km de haies arrachées en l'espace de 20 ans, 2003-2023, ce qui fait quand même, contrairement à ce qu'on dit de réimplanter des haies, ce qui fait quand même des trous dans le paysage important. C'est ça. Oui, ça fait des trous dans le paysage important. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la cause principale de la disparition des haies, c'est pas l'arrachage sauvage, même s'il y en a et qu'il y en a évidemment beaucoup trop. C'est plutôt en fait la lente disparition du bocage qui est liée à la disparition des paysans en fait. Je reviens, Julie, Laouette-Geoffroy, sur vos enquêtes, que ce soit pour le foncier, d'ailleurs surtout pour le foncier plus que pour la méthanisation. Est-ce que c'était aussi interroger ce qu'il en est par rapport à des promesses qui ont pu être faites de modèles durables, d'agriculture durable, c'est-à-dire que la société qui est chargée de redistribuer le foncier, elle aurait normalement comme vocation de permettre à ce qu'il y ait de nouveaux entrants dans ce métier-là. Or, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a attiré vers cette enquête? Oui, et puis c'est vrai que c'est un réflexe assez primaire aussi des journalistes. Il y a le fil de la curiosité et il y a aussi le fil de on nous annonce quelque chose, est-ce que c'est vraiment vrai? Ce côté, on nous annonce qu'en théorie, il va se passer ceci, cela, et en pratique, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ce qu'on appelle un peu gratter la carte postale, regarder l'autre côté de la carte postale. Et c'est vrai que sur l'installation agricole, la région annonce la volonté d'installer de nombreux agriculteurs, de développer le bio, et montre d'ailleurs une espèce de figure de l'exploitation type bretonne avec des chiffres qui donnent des surfaces moyennes. Et finalement, ces moyennes, il faudrait arrêter de s'en servir parce qu'on parle d'une exploitation moyenne de 62 hectares, une agriculture d'élevage traditionnelle et familiale. Bon, ça correspond quand même pas franchement à la réalité bretonne. 62 hectares, voilà, c'est une moyenne. Et il y a des exploitations qui sont beaucoup plus petites et d'autres qui sont beaucoup plus grandes. D'ailleurs, je me dis même que le terme les agriculteurs, il faudrait peut-être arrêter de dire les agriculteurs parce qu'il y a tellement de différences et de disparités en fonction des filières de production, des modèles d'exploitation que finalement, mettre tout le monde dans le grand sac des agriculteurs, c'est faire des généralités un petit peu trop importantes. Paraît-il qu'Éric Orsena, académicien, va essayer de faire rentrer dans le dictionnaire de l'Académie française le pluriel pour le mot agriculture, mais bon, il sait bien qu'il va pas réussir, mais voilà, ça peut permettre aussi d'aller dans votre sens. Cette question des promesses aussi sur la méthanisation, elle se pose également parce que c'est, vous l'avez dit, Julie, c'est aussi la promesse d'économie, enfin d'énergie renouvelable. Sauf que qui est l'acteur majeur aujourd'hui de la méthanisation en Bretagne? Qui construit, implante, gère ces silos? Parce que l'agriculture, on sait qu'elle est puissante, très puissante quand elle est organisée. C'est pas grand-chose face à d'autres acteurs. Bah oui, tout à fait, face aux acteurs de l'énergie. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant parce que on nous présente justement une carte postale de la méthanisation qui en théorie fonctionne bien. On produit de l'énergie renouvelable à partir des déchets d'exploitation qu'on réinjecte dans le réseau en dégageant du gaz. Enfin, ça a l'air absolument formidable. Et effectivement, quand on va tirer un petit peu le fil et gratter un petit peu, on se rend compte qu'il y a d'autres acteurs et que c'est
dans toute la vie, c'est toujours comme ça, c'est toujours plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc c'est cette nuance-là qu'on cherche à montrer dans les enquêtes et à essayer d'être vraiment précis, dont sur les enjeux économiques, sur les modèles d'exploitation. Parce que il y a des agriculteurs qui utilisent la méthanisation comme un complément de revenus et qui rentrent complètement dans leur modèle d'exploitation. Par exemple, avec la chaleur dégagée, et ben ils peuvent développer, par exemple, chauffer des serres ou développer un atelier de séchage qui est une activité complémentaire par rapport à l'activité agricole habituelle. Mais il y a d'autres modèles d'exploitation où finalement on va d'abord produire du gaz et pour alimenter le méthaniseur qui ressemble à une énorme cuve, il faut y mettre des déchets agricoles, que ce soit des résidus de céréales ou des déjections animales. Et dans ce cas-là, c'est ça la priorité numéro 1. Et donc en fait, ça va devenir, je sais pas, un peu comme une énorme déchetterie où il va falloir chercher tous les ingrédients pour réussir à remplir la soupe. La soupe qui est dans cette cuve de méthaniseur et dégager du gaz. Et finalement, là, on s'éloigne de la figure de l'éleveur, par exemple. Donc là, les métiers sont en train de changer. Et la question, c'est quelle est la priorité? Est-ce qu'on fait d'abord de l'énergie et finalement l'agriculture devient un sous-produit? Ou est-ce qu'on fait d'abord de l'agriculture et l'activité complémentaire qui amène un revenu complémentaire, c'est la méthanisation, mais dans ce cas-là, de vraiment réussir à la garder dans un coin pour qu'elle ne prenne pas le pas, quoi. Et c'est cette question de la méthanisation qui prend le pas sur l'agriculture qui est en débat. C'est ce point de tension qu'on observe actuellement dans la région. Transition peu habile, je le reconnais, Nolwenn Veller, pour la question du bocage. Il y a aussi un autre acteur que le monde agricole qui vient peser sur la disparition OD, qui est un des épisodes que vous avez consacré à cette enquête-là. C'est nous, usagers qui utilisons Internet, qui utilisons le téléphone et qui avons besoin de réseaux super puissants qui s'appellent la fibre. Et la fibre, malgré nous, peut-être, ça participe à cette destruction du bocage. Alors on a relevé ça pendant l'enquête, que ce soit en Bretagne ou aussi en Loire-Atlantique, mais je crois que pour se plaindre, la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne. Pour BCD aussi. Étant donné que la fibre, elle est essentiellement déployée en aérien, je crois que c'est 90% en Bretagne, dans les 4 départements de la Bretagne historique, et en Loire-Atlantique, c'est peut-être un peu moins, mais c'est aussi majoritairement en aérien. Et en fait, il se trouve que les personnes qui sont propriétaires des arbres sont responsables des dommages éventuellement causés par leurs arbres sur la fibre, sachant que la fibre est très fragile. Et donc, de façon préventive, beaucoup d'arbres sont coupés. Alors, c'est fait plus ou moins maladroitement. Il y a certaines municipalités qui se sont rendues compte que c'était un peu trop un carnage et qui donc font de la formation, proposent les services de leurs techniciens, de leurs équipes pour faire des tailles un peu plus adroites. Mais c'est évident que dans pas mal d'endroits, le développement de la fibre a fait des dégâts. Ces enquêtes-là, on arrive presque au terme de cet épisode. Donc, en les proposant sur Splan, vous les proposez dans une certaine forme écrite, visuelle, qui convoque l'infographie, qui convoque aussi des illustrations qui sont à chaque fois, moi je le trouve assez chouette et qui apportent un peu de fraîcheur sur des sujets qui sont pourtant assez lourds. Et vous l'avez dit un peu plus tôt dans le podcast, Nolwenn, l'enquête, elle se déploie en plusieurs parties, en plusieurs épisodes. Qu'est-ce que ça vous permet aussi là, cette forme dans la manière de mener et de raconter une enquête à vos lecteurs, Nolwenn? Disons que comme c'est des investigations qui sont très longues, la masse d'informations récoltées est vraiment très conséquente, et ça permet d'organiser finalement l'information pour la rendre plus accessible et pas avoir un espèce d'énorme paquet qui ferait je ne sais combien de pages. Donc ça, c'est vraiment les vertus pédagogiques du fait de pouvoir déployer une enquête sous forme de volets, c'est qu'on thématise et que du coup on rend l'information plus accessible. Julie, ça fait partie aussi des idées premières de Splan, cette mise en forme de l'enquête pour le lecteur. C'est vrai que c'est parti aussi, d'un besoin, cette fois-ci, de journaliste, de se rendre compte que si on se donne le temps d'approfondir un sujet, de le faire tenir en 3 paragraphes, en fait, ça rentre pas. Et en tant que lecteur, c'est tellement frustrant de pas pouvoir creuser à fond. Et c'est vrai qu'en plus, les enquêtes, je pense, à la différence parfois de certains articles de presse qui finalement se périment très vite, où c'est de l'information qui vaut le lundi, mais le mardi, on est passé à autre chose parce que tout bouge tellement vite. Là, les enquêtes sont quand même approfondies de telle sorte qu'on peut les lire 1 an, 2 ans après.
La réalité est toujours là, les chiffres ont un petit peu changé. Par exemple, sur la méthanisation, les chiffres mériteraient d'être un peu actualisés, mais la dynamique, les enjeux sont toujours les mêmes. Même chose pour le bocage. Je sais pas combien de temps on peut estimer la durée de vie d'une enquête. Je pense qu'on peut partir à peu près sur 5 ans. Et j'espère que les choses auront complètement changé au bout de 5 ans et que le bocage sera l'enquête deviendra un document d'archives. Voilà, exactement. Mais toujours est-il qu'il y a cette idée où c'est un temps long et les articles sont longs, mais on peut aussi y revenir, on peut s'y référer. Et c'est vrai que, et pour revenir sur les illustrations, je trouve effectivement que les illustrations sont très importantes et donnent de la fraîcheur, ça aère le texte. Donc ça, c'est une question juste de mise en forme. Mais vraiment, au-delà de ça, je trouve que les illustrations, que ce soit au dessinateur pour l'enquête sur le bocage ou pour les enquêtes méthanisation et sur l'enquête foncière qui s'appelle en l'occurrence Jean Leveugle, des savoirs ambulants, il y a vraiment le dessin est vraiment au service de l'enquête et c'est une autre manière de rentrer dedans finalement par le visuel et ça sert vraiment le propos. Voilà, pour retrouver ces enquêtes, donc rendez-vous sur votre moteur de recherche et vous tapez splan, spla2n.org, mais on peut aussi retrouver en petit livre et en podcast. Julie, Splan sort d'Internet. Enfin, même si les podcasts aussi sur Internet. Oui, tout à fait. On fait maintenant les enquêtes, on les sort sous format papier parce que vu que c'est long, c'est pas toujours très facile à lire sur un ordinateur ou sur son téléphone. Ça dépend de comment on se sent à l'aise et des habitudes. Et on sort effectivement les enquêtes sous format papier. Voilà. Et c'est vrai que là maintenant, on a sorti aussi du coup des formats podcast où les enquêtes, il y a des compléments des enquêtes avec par exemple des séquences témoignages, mais aussi on est en train de développer les enquêtes qui sont lues parce que quand on est en voiture ou dans son champ sur son tracteur, on peut écouter les enquêtes en podcast. Ou avec des déficiences visuelles. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Julie Lalouette-Geffroy. Merci beaucoup, Nolwenn Veller, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je remercie également le Musée de Bretagne qui nous a accueillis pour l'enregistrement de cet épisode. C'était l'ABCDR, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour Bretagne Culture Diversité avec Jeff Allouin pour la musique. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur le site internet de BCD, le mur des podcasts de Ouest France et les plateformes pour les podcasts. N'hésitez pas à partager cet épisode, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis comme je vous ai annoncé que c'était l'avant-dernier, le dernier sera une autre enquête aussi sur le changement de paysage, puisque je recevrai Benjamin Ketz pour la Bretagne secondaire, donc les résidences secondaires aussi qui transforment les paysages et pas que en Bretagne. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.